Ici, vous pouvez rajouter un mot de passe et compagnie. Alors, comment je sais ce que j'utilise, enfin, ce que je peux faire? Moi, ce que je fais, c'est ma méthode, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Je lance IPython, qui est juste un REPL Python un petit peu plus interactif que le Python normal. Vous pouvez l'avoir à install IPython, sinon j'utilise Python. Je fais from fabric import connection. Okay, et je fais déjà problème, mais pourquoi il se passe ça? Click install, non? Bah, je pense pas, parce que là, si je fais Python, ça va marcher. Non, mais c'est parce que ça doit venir de l'extérieur en fait. C'est un IPython. La version, c'est pas la même apparemment. Non, mais en fait, ouais, voilà, c'est ça. C'est que le IPython que j'ai lancé vient du système extérieur, tandis que le Python que j'ai lancé vient de l'environnement virtuel à l'intérieur. Ouais, c'est ma faute, mais un coup pas. Donc j'ai fait help connection, et là vous voyez, donc il y a un autre, user égale known, port égale known, vous pouvez mettre un autre port que port 22 par défaut, une configuration un petit peu plus avancée, vous pouvez mettre plein de trucs, notamment dans la config on met des mots de passe, on met des mots de passe sudo, des choses comme ça. On vous donne quelques exemples de comment ça marche. Vous créez une connexion, et ça va gérer le cycle de vie de la connexion. Vous lancez une commande, vous mettez un fichier, vous envoyez un fichier. Vous avez plein de choses, et donc quand vous cherchez à faire un truc, utilisez le help sur la chose. Il y a toutes les méthodes qui sont là, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que c'est connecté, blablabla. Bon, ça c'est ma méthode pour essayer de comprendre comment, quand je veux faire un truc. Donc ici la mode, de toute façon j'ai pas grand chose à faire, je veux créer une connexion, je mets un nom d'hôte, utilisateur. Alors générique, l'idée c'était de dire, on voulait en fait générer un fichier fabric.x. Hein. Donc ça c'est juste du code, je crée un squelette, je mets %s pour faire de l'interpolation de string. Est-ce que ça va l'interpolation de string? Ouais. Ok, si je suis un terme technique que vous ne comprenez pas, surtout cette fois-ci, c'est notre dernier cours. Moi, j'avoue qu'interpolation string, je vois pas ce que c'est. Ok, d'accord, très bien. Alors, tu vois, quand tu écris un string, bon, déjà un string, c'est bon, ça va. Hein. D'accord. Oui. Le caractère, ok. Donc, quand tu écris %s, %d, si tu as fait du C, tu vois que dans printf, tu peux formater une chaîne de caractères pour injecter en fait des variables de l'extérieur. Par exemple, là, moi, je vais écrire note %s, enfin %d plutôt, %d pour entier. Ou pas. Tu peux faire % en fait pour formater donc la donnée, si tu fais %20 et ça injecte %. Enfin, ça injecte la variable que tu crées. Ah d'accord, ok. Ah oui, c'est tout simplement ça, ok, d'accord. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Non, ok, d'accord. Ça s'appelle l'interpolation. Ah ok, d'accord, je connaissais pas le nom juste. Ok, voilà. Ça s'appelle formatage ou interpolation, peu importe. Donc voilà, là ce que je fais, j'utilise %s pour interpoler en fait donc, dans la configuration juste ce qu'il me faut. Okay, et donc ce qu'il me faut, c'est la configuration X qui est décrite ici. Donc ce qu'il faut se dire à la fin, c'est que squelette %xconf, c'est comme si j'injectais ce qu'il y a dans xconf dans squelette. Il faut me dire pourquoi tu fais ça. C'est juste un exemple pour illustrer des trucs, etc. C'est un exemple. Donc cette fonction-là, il n'y a rien de spécifique à DevOps, c'est juste une fonction Python qui fait des additions de strings, si vous préférez. Okay, et après, on va détailler pourquoi on écrit la conf comme ça, c'est notre affaire. Ce qui est plus important, c'est vraiment de comprendre, bon, du coup, ça me demande que vous utilisez votre compétence en Linux, ou en administration système Linux classique, qui est de, hostname, ça donne le nom de l'hôte, uname-a, ça vous donne des informations sur le noyau. Ça, c'est des trucs, je vous donne un exemple. Ce que je vais attendre en pratique, c'est de pouvoir faire des CP pour copier des fichiers, des MV pour déplacer des fichiers. Là, vous voyez, je fais des MV. Savoir utiliser sudo quand vous avez besoin de route. Et grosso modo, chmod et shown pour changer les permissions de vos fichiers et vos dossiers. Par exemple, si vous utilisez Fabric pour déployer des clés SSH, les clés SSH, il faut qu'elles aient une certaine permission. Genre, vous ne pouvez pas dire que les clés SSH sont lisibles par tout le monde, des clés SSH privées. Du coup, il faudra faire attention à ce que, ça sera écrit dans le sujet, hein, des trucs auxquels il faudra faire attention. Je ne vous dirai pas deviner tous les trucs qu'il faut faire attention. Et il faudra faire attention de bien faire les chmod avec les bonnes choses. Moi alors, le chmod, hein, si vous ne connaissez pas, le man, hein, ça vous dit comment les utiliser, etc. Donc on vous dit, hein, la syntaxe c'est ça. U c'est pour user, G c'est pour groupe, O c'est pour other, et A c'est pour all. Et all, c'est en fait, c'est comme si vous écriviez UGO, tout simplement. Moins plus égal, c'est pour retirer, ajouter ou changer des choses. Donc l'idée, par exemple, sur ce fichier-là, si je fais un ls-h, je vois, il est en lecture pour moi, en écriture pour moi, user, les trois premières c'est user,
Les 3 suivants, c'est groupe. Les 3 suivants, c'est user. Et le dernier, c'est un suite. Ok. Et donc là, si par exemple je fais ch mode O plus enfin A plus R, non ça va rien changer. Si je fais ça, vous allez voir, bam, j'ai rajouté W sur tout le monde. Si je fais A moins W, j'ai enlevé W à tout le monde. Du coup, je peux faire U plus W et ça va rajouter le U, enfin le W sur la. Donc ça, c'est le modèle de permission UX. Donc pour ceux qui, pour c'est pas clair, c'est un prérequis du cours. Et donc, je vous conseille de réviser très rapidement. C'est l'équivalent sous Windows de lecture seule, pas lecture seule, lecture pour tel utilisateur, lecture pour un groupe, lecture pour machin, etc. On n'utilisera pas les groupes et tout ça, enfin normalement non. Tout ce qu'on tentera à faire, c'est peut-être un utilisateur, des choses comme ça. Ok, donc Fabric c'était ça. Grosso modo, ce que j'attends de ce que vous sachiez faire en Fabric, c'est du run, lancer des commandes à distance, et du put. Monsieur, oui. Le C, vous l'avez déclaré où, le petit C là? Le C il est tout en haut, ligne 6. C'est la connexion. Ah ok, très bien. C'est bon? Ouais. Ok, voilà. Donc c'est tout ce que j'attends, c'est vraiment run. Ça c'est bon, pour le TP. Alors après, il y aura sûrement dans le TP, je vous dirai, vous pouvez utiliser telle commande pour faire tel truc. Donc par exemple, quand vous utilisez sudo, si vous utilisez sudo sans pty, pty ça crée un pseudo terminal entre guillemets une connexion interactive. Parce que comme vous lancez un script, le script il n'attend pas d'entrée, donc il est non interactif. Donc si vous faites un sudo qui demande un mot de passe, il y a un problème. Donc pty true, ça va me dire vas-y, file-moi un descripteur pour pouvoir que je file le mot de passe à la main. Et je vous dirais utilisez pty true dans ce cas-là, et dans ce cas-là, vous faites help sur, comme je vous ai indiqué, form fabric import connection. Du coup, vous voulez savoir comment ça fonctionne, run, connection.run, vous mettez un help dessus, et là, ok, exécute shell command, blabla. On vous dit il y a des keyword arguments, et on vous dit pour comprendre la documentation, lisez ça. Après là, vous allez sur la doc de Fabric, vous lisez ça tranquillement. Si vous bloquez pour des raisons de doc, vous pouvez bien sûr pendant le TP demander un petit peu d'aide. Je ne vous donnerai pas des réponses sur comment on fait tout le truc clé en main, je ne vous donnerai pas de réponses sur des questions théoriques, je vous donnerai des réponses sur des problèmes purement de code, je vois pas comment on fait tel truc. Ok? Mais par exemple, pour installer Fabric, on aura ce fichier là. J'ai pas entendu très bien Romain Pour installer Fabric, on aura ce fichier là ou faut tout le réécrire ce fichier? Ah non, ce fichier, alors tu sais, il fait quelques lignes, c'est juste un fichier quelconque, c'est un exemple. Donc toi il faudra. Bon après vous avez accès aux ressources pendant l'examen. Je vous interdis pas d'utiliser le repos. Ça c'est sur le repos. Donc toi quand tu feras ton truc, certainement tu auras besoin juste des 4 premières lignes. Quoi. Le reste après c'est ton truc. Après tu peux lire le code pour te remémorer comment ça fonctionne, les choses que j'ai faites. Mais ça n'a pas vocation à être utilisé pour le TP. C'est juste un exemple. Ok? Après je sais, alors c'est une question. Vous avez tous un petit peu de base en Python. On est d'accord? Oui, on est d'accord. C'est très hétérogène quand même. Parce que... Ouais. Mais bon, je pense que les toutes bases... Ouais. Mais ceux qui ont vraiment des bases qui ont un problème de base en Python, pendant l'examen, manifestez-vous et dites-moi, voilà, franchement, vous pouvez me traquenarder en faisant ça, vous pouvez être très fort et dire je suis en Python et du coup je vous filerai un sujet un petit peu plus un peu plus cool pour les gens qui ont du mal en Python. Mais voilà, c'est une option que je vous laisse parce que c'est pas cool de pénaliser les gens pour ça. Mais il faut installer Fabric, non, avant de faire un from Fabric import connection. Oui, il faut pip install Fabric et en fait si tu Nix, il installe pour toi automatiquement, il est écrit là, ps.fabric. Ah, ok. Si tu utilises Diran Vnix, ça marche tout seul. Fabric est installé. Si tu n'utilises pas Diran Vnix, alors bien sûr il y aura un fichier de dépendance et il y aura la liste des dépendances manuelles. Comme ça, vous aurez le choix. Soit vous avez NixOS, vous vous débrouillez, vous utilisez Diran, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Soit vous n'utilisez pas NixOS, du coup dans ce cas-là, vous installez les dépendances à la main. D'accord. Ok? Ça c'est à vous de faire le choix en âme et conscience. Et alors maintenant, dernière chose, donc il y avait Romain qui disait moi je comprends pas comment par exemple on déploierait
un Nginx avec NixOS. Donc ce que je vais faire là, c'est déjà dans la configuration.nix, vous pouvez rajouter des fichiers ici dans cette liste et écrire la configuration dans le fichier, ok? Ça c'est possible. Ça veut dire en gros importe la configuration de ce fichier dans le fichier principal. Donc là je suis par route, donc je peux pas faire ce que je veux. Un instant, je passe route. Ok. Donc ce que je vais faire là, c'est je vais donner un exemple en rajoutant un fichier esgi.nix, ok, et je vais créer ici un fichier esgi.nix. Donc bon, déjà cette en-tête là, c'est juste je reçois des paquets Nix, ok, peu importe, on s'en fout. Ça vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Mais par exemple le deploy Nix, enfin deploy Nginx, il suffit juste de faire service.nginx enable services.nginx.enable égal. Si je fais ça, et je fais un rebuild switch, attendons, et ben, ça va déployer Nginx. Enfin, Nginx va tourner. Donc peut-être il va se plaindre, hein, c'est pas possible. Et du coup, là, concrètement, c'est quoi la différence ça fait ça que passer par une commande pour un scan Nginx Bah du coup, t'es d'accord que si t'es d'accord que si tu passes par une commande, t'as pas ta commande elle est perdue dans un bash history, mais elle est jamais documentée, t'es d'accord? Oui. Ok. Bah du coup déjà t'as la documentation gratuite de dire bah j'ai activé Nginx. Maintenant, allons plus loin. Tu veux, disons, créer un node virtuel, enfin ça c'est l'équivalent d'avoir un nom de domaine, enfin une partie de site, dans Nginx. Donc pour ça tu utilises virtual host. Alors pour les gens qui se disent mais d'où je sors ces commandes magiques, etc. Je ne sors pas de mon chapeau, je ne les connais pas par cœur non plus. J'utilise juste la documentation de NixOS en cherchant nginx.virtual. Ça me dit voilà toutes les options possibles. Okay. Donc bah, par exemple, je vais dire, je vais me faire un node virtuel host. Je vais faire quoi? Je vais dire, je vais l'appeler. Bon, je sais pas si j'ai le nom de domaine. Et je vais faire ensuite. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de forcer SSL. Okay, ça veut dire que ça va faire une redirection 301 de tous les. Dès que je me connecte vers HTTP, ça va faire une redirection 301 vers HTTPS. Ok. Ça. Non, rien, j'ai 443, mais je crois que mon micro était. Non. Enfin, voilà, ok. Et ensuite, je vais dire, je veux activer Acme. Acme, c'est le système derrière les encrypt pour générer des certificats HTTPS. Donc, ça va me donner des certificats HTTPS valides. Et en plus de ça, toutes les requêtes HTTP vont partir vers HTTPS par une redirection 301. Okay. Donc là, on est dans du web. Ensuite, ce que je vais faire, c'est, je vais dire, bah, maintenant, il faut que je serve un certain dossier qui va contenir en fait mes fichiers. Hein. Donc, je vais faire location, donc c'est l'équivalent de location dans Nginx, et je vais mettre route égale srv http, donc là je mets un chemin, hein, srv usg, disons ça. Okay. À ce stade là, ça y est, j'ai fini. Je vais créer le dossier srv http usg, okay. Et je vais écrire un fichier à l'intérieur index.html. Très bidon. Pas de doc type, c'est là. Juste faire un peu. Ok. À ce stade-là, je vais relancer un rebuild switch. Ouais, le terminal il est pété parce que j'aurais pas dû sudo n'importe quoi. Merde. Faut passer à un -e. Je referai ce système sous. Donc là, tu vois, il se passe des choses. En fait, c'est NixOS qui est en train de générer la configuration Nginx lui-même. Ok. Donc là, il va se plaindre hein, parce qu'il va me dire non, mais en fait, tu n'as pas le droit de récupérer un certificat HTTPS pour EG.la puisque le DNS record ne pointe pas vers lui. Donc ça, c'est une erreur normale. On s'en fout. Par contre, du coup, vous voyez que le système de renouvellement des certificats HTTPS, il fonctionne pas.
pas grave. Ce qui est le plus important, c'est de regarder Nginx. Donc on regarde le statut d'Nginx. Là, vous voyez qu'il tourne. Il tourne. Et donc, si on fait un curl localhost, il va marcher. Voilà. Donc là, il me propose, là, vous voyez, la redirection 301 est faite. Hein. On est d'accord? Donc si je fais ensuite, si je fais une requête HTTPS, il me dit oui, il y a un problème de certificat parce que justement, comme j'ai pas réussi à récupérer un certificat, bah, je peux pas authentifier que mon certificat est un vrai. Voilà. Et là, donc le -K, c'est pour dire j'ignore les problèmes de certificat. Vous voyez, ça y est. Le serveur Nginx tourne et il fait ce que je veux. Ah, maintenant, Romain, tu me dis, ouais, mais en fait, quel intérêt par rapport à faire ce qu'on aurait pu faire, hein. Bah, l'intérêt, c'est par exemple, si vous voulez, comme c'est un langage, vous pouvez factoriser les choses dans votre configuration. Par exemple, là, je vais factoriser la configuration pour créer plein de sites en même temps qui pointent vers le même endroit, qui servent les mêmes choses. Je vais écrire rapidement les détails de la configuration du pack. Ça, c'est dans le langage. Donc, j'efface ces lignes-là parce qu'elles sont redondantes. Et ce que je vais avoir envie de faire, c'est que je vais avoir envie de... alors, histoire que je ne pense pas. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez faire un REPL pour comprendre un peu comment ça marche le langage Nix. Hein. C'est un REPL classique. Et on va charger la librairie standard rapidement. Moi, je vais avoir besoin de package.lib.gen. Donc ça, par exemple, cette fonction, si vous lui donnez une liste ABC, EF, normalement, trigger, ça fait quelque chose. Ah oui, voilà, c'est ça. Et vous lui donnez une fonction qui prend le nom et ensuite renvoie la valeur de cet attribut. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Name plus attribut. Ça vous génère en fait une sorte de... Donc si vous avez fait du Python, vous connaissez un peu les dicts. Ça vous génère un dict avec les clés, c'est en fait les éléments de la liste ici. Et les attributs, c'est ça. Ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser GenAtTRs pour fabriquer pour plusieurs noms, pour plusieurs sites, ESGI2, ESGI3, etc. Une configuration toujours la même. Okay, ça va faire ça. Donc je le fais maintenant. Donc ça va consister à faire package GenAtTRs, domains, et je mets name. Et là, je vais mettre domains, c'est les domaines que je veux rajouter, donc je vais mettre ESGI pour la fabrique Z, ESGI2 pour la fabrique Z, ESGI3 pour la fabrique Z. Ok. D'accord, à ce stade-là, ok. Je fais un XES Recruit Switch. Bam. Et donc là, je pense que bon, si les gens commencent à voir, si on devait faire ça à la main, on devrait se retaper 3 fois de suite la même configuration. Ou alors, factoriser dans des fichiers .conf la même configuration, etc. Et blablabla, et blablabla. Du coup, c'est un peu plus galère. Sachant qu'en plus de cela, pour chaque nom de domaine, il faut générer une unité de rechargement automatique des certificats HTTPS. Ce que je ne fais pas là, puisque c'est automatique. Là, vous voyez, ça a généré Acme ESGI3, Acme ESGI2 et Acme ESGI1. Voilà. Je ne l'ai pas fait, ça s'est fait tout seul, puisque j'ai factorisé la configuration. Donc, concrètement, j'ai pas compris ce que vous avez fait là. Enfin, donner les commandes, c'est le réflexe que j'avais cherché à avoir. ok. Alors en fait là, alors, je vais te remontrer. Donc, je peux décrire. Je vais te montrer le fichier de conf en Nginx. Ça va être peut-être plus précis. Tac. Je réfléchis. Ouais, vous faites un localhost 443, ça vous ramène sur lequel? Bah en fait là, ça va marcher, mais parce que tu sais. En gros, le truc, c'est que bon, le fichier de conf, il ressemble à ça. C'est ça le fichier de conf en Nginx qui est généré automatiquement. D'accord? Donc, il est généré automatiquement avec des bons standards, des bons défauts, etc. Ensuite, il génère automatiquement le truc pour supporter les encrypts, donc les bonnes location. Si le port 80 est utilisé, donc ça veut dire qu'il est en HTTP, donc il fait une redirection 301 vers HTTPS. Ok. Ensuite, il écoute sur 443 automatiquement pour les autres domaines. Il met les certificats HTTPS et il met le route qu'on avait choisi tout à l'heure. Là, ce qu'on a fait, c'est on a multiplié la configuration, on a mis ESGI pour la
Z, on a mis ESGI2 pour l'infraprojection Z, on a mis EGI3 pour l'infraprojection Z. Si tu fais à la main, ça, ce qui est écrit là, tu l'écris à la main. Oui. T'es d'accord? Ce que fait d'habitude. Ok. Alors, maintenant, compare entre donc, ces lignes-là, tous ces lignes-là. Il faut lire ça, il faut maintenir ça. Et ça, qui consiste à dire, voilà mes domaines, voilà la configuration pour chacun d'entre eux. Configurez-moi. Certes, Ce que tu es d'accord. ah oui, largement. Ok. Maintenant, ça c'est juste en Nginx. Tu peux faire ça pour tout. Pour tout, c'est-à-dire, tu peux faire ça pour ton LDAP. Tu peux faire des variantes spécifiques de chaque domaine. Ça, même la liste là que j'écris ESGI 2, 3, 4, bah, je peux juste faire un map. Hein. Je peux faire un map, numéro, ESGI numéro, point à la fin pour XYZ, ok, donc ça va me retourner un string, et je mets juste les nombres. Je te sens rajouter les lignes, c'est attachement le code. Ah d'accord. Tout ce que j'ai fait, c'est juste j'ai fait un map, c'est-à-dire je prends la liste 1, 2, 3, 5, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai une fonction qui prend le numéro et qui retourne un string. Et qui interpole, alors ça c'est de l'interpolation hein, de string encore, j'interpole ESGI, le numéro que j'ai, pour la fin poussée Z. Si je fais ça, ça va me générer 10 entrées serveurs de ESGI 1 à ESGI 10. Ok, on est d'accord que ça, C'est du Python ça? Ouais, d'accord. c'est du Nix, là, on est sur du Nix. Alors en vrai c'est comprendre j'ai du mal à comprendre en fait. Quand vous dites c'est clair, mais à aucun moment moi je vais dans ma tête me dire que n'est pas de là. Après, je pense que Romain, tu te prends un peu trop la tête dans le sens où il n'y a pas besoin de comprendre exactement pile la syntaxe. Je pense que c'est le. Oui, c'est pas l'objectif du cours. Ouais, c'est l'idée. Je comprends le principe, ça y a pas de souci. Oui, alors du coup, en fait, c'est pas un souci. Enfin, si tu veux approfondir ça et comprendre le truc, alors ça, c'est pas l'objet du cours, donc du coup, je peux pas infliger ça à tout le monde. Ouais, non, Mais si tu veux, je te file des liens. Il y a des liens qui sont en gros des jeux interactifs dans ton navigateur où tu apprends la syntaxe de Nix et tu comprends comment elle fonctionne et comment on l'utilise. Et après, une fois que tu l'as comprise, le monde est ta petite huître et tu fais ce que tu veux, quoi. Moi, j'avais juste une question pour savoir, parce que j'ai pas très bien compris, ce que représentaient exactement les domaines. Les deux Virtual host. Ouais, c'est juste des hôtes virtuels, c'est-à-dire que pour une même adresse IP, tu peux avoir plusieurs noms de domaine sur le même serveur. Et du coup, comment ça se passe? En fait, quand tu envoies une requête HTTP, dans la requête HTTP, il y a marqué host 2 points, l'autre qui t'intéresse. Ok? Du coup, en Nginx, lui, quand il reçoit ça, il dit bah ok, donc toi tu veux l'hôte ESGI numéro 5 par exemple. Et après, peut-être que pour le ESGI numéro 5, il y a un site différent, ou alors c'est un load balancer différent, ou alors c'est un autre truc, tu vois, genre c'est quoi l'intérêt possible? Typiquement c'est du load balancing. Imagine que en fait derrière en fait dans la conf, là au lieu que je mette route, je mets des proxys reverse sur 10 VM différentes. J'envoie ça sur 10 VM différentes. Tu vois? D'accord. Okay. Et bah si j'envoie ça sur 10 VM différentes, ça fait du load balancing. Et du coup après je dis bah voilà, je vais sur ESGI6, je vais sur ESGI3, c'est une autre VM, une autre charge. Ok. Ça va? Ça va. Après, je pense que l'intérêt, c'est surtout d'avoir plusieurs sites sur la même machine. Enfin, après, on peut se servir de ça pour plein de trucs, mais les virtual hosts, ça sert surtout à faire pointer une IP sur différents sites, et c'est le protocole HTTP qui gère, quoi, après. C'est ça, on est d'accord. Après, tu peux... En fait, tu as peut-être envie parfois, tu sais, d'avoir... Enfin, tu as un Nginx devant, en frontal, qui va distribuer le trafic sur plusieurs VM internes de l'intranet, ou voilà, avec des choses... Via le host. Exactement. On est d'accord. Mais là, c'est un exemple, c'est en Nginx. On aurait pu partir sur Redis, hein, si je veux démarrer Redis, hein. C'est très facile. Service, Redis, enable égale 3. Redis, surtout, il n'y a pas besoin de grosses configs. C'est juste un truc qui tourne en local, et vous vous y connectez, vous faites des clés, des valeurs. Voilà. Si je fais ça, je sauvegarde, il y a Redis qui sort. Excusez-moi, comment on fait pour récupérer les configs spécifiques à chaque service? Parce que là, au TP, vous allez demander de déployer un Nginx ou autre chose, un truc quelconque? Non, des trucs simples. Surtout que je vais pas vous demander d'utiliser NixOS pour déployer, donc normalement vous n'êtes pas censé savoir. Il y a un service en ligne pour avoir les configs, les différentes propriétés pour chaque service? C'est ce que j'ai mis sur l'avant-dernier lien, 14h04. Ah ouais. HTML. Vous avez, alors je peux projeter mon écran un peu. On peut visiter rapidement.
Tac, changer de fenêtre, est-ce que ça va marcher? Non, ça marchera jamais. Allez. Est-ce que ça marche? Vous voyez l'écran? Ah, voilà. Ok. Parfait. Ok. Donc là, vous voyez donc sur ce lien-là, c'est ça. Vous avez ici, bon, il n'y a pas à marquer. Voilà, il y a 9009 options possibles. C'est-à-dire que pour NixOS, vous avez 9009 options. Alors bon, vous avez des trucs qui sont très système, hein, c'est-à-dire au niveau du boot. Est-ce que vous voulez activer des conteneurs ou pas? Est-ce que vous voulez... Donc on avait parlé par exemple de Docker. On avait dit Docker, on peut le manipuler depuis NixOS. Alors moi, j'ai pas sorti de mon chapeau. Voilà comment on manipule Docker. Docker qui tourne en service systemd, les entry points de Docker, les trucs classiques de Docker, le registry Docker. Vous pouvez faire tourner votre propre Docker registry en juste une ligne. Vous faites services.docker registry.enable-true. Vous mettez les mots de passe, vous configurez la conf, quoi. Vous faites tourner ce que vous voulez, quoi. Docker, quand on l'avait dit pour l'activer, on fait juste virtualisation.docker enable, ça lance le démon Docker qui gère Docker. Après, on peut rajouter du autoprune pour automatiquement jarter les conteneurs qui tournent pas, les images inutiles, etc. Tout seul, avec un cron, grosso modo. Vous pouvez activer du passage du paste-through pour NVIDIA, si vous voulez mettre des GPU dans... c'est très utile pour typiquement les conteneurs qui font du machine learning. Démarrer de Docker on boot, etc. Donc là, vous avez toutes les options, et c'est des choses que vous pouvez écrire dans votre Nix, enfin, de configuration.nix. Donc par exemple, d'autres choses plus dans l'ère du cours, c'est tous les trucs en services en général. Hein. Si je prends Nginx, bon voilà, j'ai tout ça avec Nginx. Mais par exemple, vous voulez déployer un Nextcloud, bah, c'est possible, il suffit juste de faire services.nextcloud. Vous voulez déployer un, je sais pas, Mattermost, services.mattermost.enable-true, c'est un service de chat. Vous voulez déployer IRC, un truc IRC WeChat, WeChat.enable-true. Vous voulez déployer un HA proxy, c'est un truc de haute disponibilité, de load balancing, etc. Vous le faites. Vous voulez déployer un Logstash, vous le faites. Vous voulez déployer un Elasticsearch, vous le faites. Voilà, tout est là. Je veux dire, c'est un hub qui vous donne accès à peu près tout ce qui existe de très utilisé en général dans l'industrie. Okay, et après, vous le configurez dans des fichiers, ça devient très clair. Et du coup, ça montre l'utilité. Alors, je peux vous montrer quoi comme exemple? Bon, des exemples près, je peux vous en montrer, hein, pas de souci. Alors, donc, je vais juste quitter un instant un truc, je vous montre. Donc ça, c'est un serveur de prod. Là, vous voyez le serveur de prod. C'est un serveur NixOS. Vous voyez, il y a plein de fichiers. Hein. Donc, backup. Voilà, on a un service de backup interne. Consiste à faire quoi? Il démarre, en fait, il monte. Donc, pour ceux qui connaissent Skyway, ça utilise un bucket S3 Skyway. Ça monte le bucket S3 Skyway sur la /C14. Et après, on a un service de backup Borg, où lequel on peut envoyer autant de pétaoctets qu'on veut, et c'est intelligent. On a quoi d'autre de plus intéressant? On a du monitoring. Bah, le monitoring, c'est quoi? C'est juste, on met du Nginx, monitoring.trucmush, enable acme, force SSL, on met un reverse proxy sur cette adresse IP là qui est le service qui tourne, et on met une adresse mail pour nous contacter pour les certificats HTTPS. Voilà. Simple. Moi, il y a mes clés SSH à moi, ici, que selon mes appareils. Il y a mon utilisateur, il y a mon accès à mon VPN. Voilà, je mets mes adresses IP auxquelles je m'autorise, et puis ça tourne. Enfin, je n'ai pas besoin de casser la tête, le VPN il est là. Hein. Toutes les IP tables sont documentées, renseignées. C'est-à-dire que là, vous voyez, en fait, le contraire entre. Bon, là, c'est un peu de la sysadmin, donc navré pour ceux que ça parle pas trop. Mais c'est encore à nouveau, bon, la différence entre documenter ce que vous faites et ne pas documenter ce que vous faites. Là, tout est documenté parce que le code, c'est exactement ce qui reproduit l'interface. Donc, un truc que j'essayais de vous préparer, justement, c'était le service de QCM. Bon, c'est du PHP, malheureusement. Donc, ça devait être QCM. C'est un service PHP. Donc, je démarre un petit PHP FPM. C'est un serveur, c'est en gros un truc qui fait tourner des applications PHP un peu plus vite que juste PHP. Ensuite, un petit Nginx avec le bon route vers le bon endroit.
je mets des erreurs 404, je dis à Nginx fais passer tout ce qui est PHP à FastCGI, qui utilise ensuite PHP-FP. Et après, je crée un utilisateur pour séparer en fait, parce que je veux pas que l'utilisateur qui fasse tourner le QCM soit un utilisateur privilégié de l'utilisateur root. Voilà. Du coup, ça tient dans ça. Ça marche pas tout encore parce que justement l'application que j'utilise pour les QCM est nulle. Voilà. Pas de la faute de Nix. Mais vous voyez, c'est sobre. Et si vous deviez faire ça à la main, bah déjà il faudrait que vous connaissiez PHP-FM. Il faut écrire la configuration de PHP-FM. Il faut écrire la configuration de Nginx. Ensuite, il faut écrire, il faut créer les comptes utilisateurs, le groupe utilisateur. Ensuite, chez mode shown, les bons dossiers, etc. Donc tout ça à la main. Vous faites le choix que vous voulez. Moi, j'ai eu assez d'applications à déployer en prod pour écrire des fichiers de conf à la main. C'est fini. Enfin, des fichiers de conf à la main que je peux pas déplacer sur là. Vous voyez, tous ces fichiers-là, je les déplace sur un autre serveur, ça marche. Le Gitty que vous voyez pour les cours, il est là. Hein. Il tient juste dans ça. Il y a l'app name, cookie secure, disable registration, route URL. Je mets les mails. Je mets un Nginx et je lui dis tu passes sur le port 3000. Point. C'est tout. Voilà. Est-ce que ça vous parle un peu plus pour alors surtout à la demande de Romain et pour ceux qui avaient du mal à voir un peu l'intérêt de Nix. Après on peut aller 100 fois plus lent, mais ça demanderait que vous sachiez un petit peu plus lire le Nix. Donc je pourrais vous montrer comment on fait du déploiement de CTF. Et on utilise Nix, et là franchement, il n'y a pas photo. Quand vous faites du déploiement de CTF, vous changez les challenges, vous voulez pas juste retaper tout ce truc de recréer des comptes utilisateurs et tout ça. Vous voulez une seule fois le faire. Et pour ça, comme je vous l'ai dit la dernière fois, d'ailleurs je vais vous montrer, hein, vous avez tout ça comme challenge. Vous avez tout ça comme utilisateur et challenge qui leur est spécifique à eux. Si vous devez créer un utilisateur pour chaque challenge, chaque utilisateur, chaque équipe, il y en a 80. Vous pouvez pas le faire même. Alors vous pouvez le faire avec Ansible, mais Ansible il n'est pas aussi expressif que Nix ou Terraform. Vous pouvez le faire avec Terraform par contre. Mais bon, nous on a fait le choix de Nix parce que bon, il y a des raisons. Donc voilà. Est-ce que ça paraît plus clair pour cet aspect-là? C'est tout vraiment ça. Moi, je trouve que l'aspect global paraît plus clair. Après, voilà, il y a le langage qui fait que c'est très technique et qu'on a du mal à comprendre. Mais le concept global est plus clair pour moi, en tout cas. Ok. La même. C'était l'objectif. Personnellement, j'arrive pas trop à voir le lien du coup avec Fabric dont on parlait au tout début du cours. Fabric permet justement la génération de fichiers de configuration comme ça, c'est ça? Bah en fait, Fabric, on avait dit, on a expliqué que Fabric, l'idée c'est que c'est juste une surcouche. C'est juste contrôler SSH depuis Python. D'accord. Ça veut dire tout ce que tu veux avec. Et moi, Ok. je vous dis, en fait, pour lier les deux, on va utiliser Fabric pour écrire dans un fichier une configuration.nix et on va déclencher la reconstruction de la configuration.nix. Ce sera l'équivalent d'un Fabric plus Nix, ça fait comme si on déployait des trucs de fou, quoi. Parce que vous voyez bien que là, je crée pas le compte à la main, etc. J'ai pas besoin de faire des trucs trop compliqués. Là, je décris des trucs dans Nix et je le déploie à distance. Parce que vous pouvez pas faire de NixOS Rebel Switch à distance. Vous êtes obligé de vous connecter par SSH. Du coup, c'est cette partie d'automatisation. Ouais. Ouais, je vois. C'est la seule partie que je peux attendre de vous, savoir utiliser Fabric, pas faire du déploiement de Nix avec Fabric. Parce que bon, bah, vous connaissez à peu près tous SSH, vous connaissez à peu près tous un petit peu Python, vous connaissez à peu près tous un petit peu Unix. Donc si je vais vous faire un test de déploiement, c'est ces trois aspects-là qui sont importants. Ok? Ok. Voilà. Donc alors est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres sujets que vous voulez aborder? Sinon je suis là, je suis à votre disposition. Posez des questions, hein, si malgré tout, surtout si j'ai dit des trucs trop techniques ou des vocabulaires techniques ou même si pour certains malgré tout là ça passe pas. Moi, je suis perdu. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est sur la machine haute. Là, ce que vous avez montré. Alors, tout ce que j'ai fait là sur mon truc, c'était la machine haute, mais tout à l'heure, quand j'étais en train de SSH, par exemple, ça c'est une machine cible. Ok? Là, on est dans une machine cible. Parce que c'est une machine de production sur laquelle je le déploie. Ok? Est-ce que ça va mieux? Tout à l'heure, là, par exemple, quand j'utilise Fabric, j'ai mis une adresse IP vers une machine cible.
depuis la machine haute, je vais vers la machine cible. Est-ce que ça va? Ok. Donc là, en fait, le fichier Python là qu'on a, c'est on utilise Fabric pour générer un fichier de configuration Nix dans une machine haute, dans une machine SSH. Ouais, c'est ça, regarde, c'est exactement ça. On génère un contenu, on écrit le fichier sur notre machine haute temporairement, donc TMP. On copie ce fichier dans le TMP de la machine cible, puis après on le déplace dans ETC NixOS, et ensuite on reconstruit la configuration. Ok. Voilà. C'est tout ce qu'on fait avec ce script là. Et après du coup si vous voulez voir en fait comment on change les choses, si vous avez bien fait ce truc de rajouter fabric-manage.nix dans les imports, configuration.nix, tout ce que vous changez ici, vous redéployez, et ben il va être inséré sur la machine NixOS de cible. Voilà. Ok, donc pour le TP, ce qui nous sera demandé, ce sera créer un fichier Python qui va utiliser Fabric pour envoyer un fichier de configuration dans Alors ça, SSH. ce sera un des sujets possibles pour... Alors en fait, ce que je compte faire, c'est il y aura grosso modo 2 niveaux de difficulté. Il y aura ceux qui se sentent à l'aise ou qui ont envie d'essayer. Moi, j'encourage et je bonifie les gens qui se lancent dans essayer de jouer avec Nix. Donc soit vous allez faire ça en fait, c'est-à-dire vous allez déployer des fichiers Nix à distance, Okay. soit vous n'êtes pas obligé. Il y aura un OS classique, Debian ou Ubuntu, et dans ce cas-là, je vous dirais déployez-moi en Nginx. Et là, il faudra faire comme Romain dit qu'il faut faire, c'est-à-dire à la main. Mais si c'est à la main, je vais quand même pas vous faire chier, donc je vous demanderai des trucs très simples, c'est-à-dire vraiment. Ça, c'était le bonus, c'est un bonus ça? Non, le premier, Le bonus, c'est ceux qui prennent le sujet plutôt Nix. Ah, ok. Nix. Et le non-bonus, c'est-à-dire en gros, si vous vous loupez sur un sujet bonus, vous ne serez pas pénalisé. C'est-à-dire si vous me dites au milieu, je comprends vraiment pas comment on écrit la syntaxe, bah là, je vais vous filer un coup de main sur la syntaxe et vous débloquer. Tandis que si vous partez donc sur un sujet non-bonus, donc un sujet Debian ou Ubuntu classique, je n'ai pas à normalement intervenir sauf pour des raisons de Python. Ok? Ok. D'après ce que j'ai vu, là, de toute façon, si je reprends l'exemple des Nix, c'est clair que je préfère largement partir sur la configuration NixOS que de taper toute la configuration du serveur à la main. Ah bah, après, ça dépend de toi. C'est-à-dire que si tu te sens capable de générer intelligemment la configuration en Nginx dans Python et ensuite de pouvoir interpoler les adresses IP, les noms d'hôtes et tout ça pour que ça soit quand même propre, bah, je laisse cette option. C'est-à-dire que ceux qui ont une aversion à Nix et qui disent bon, ça me passe au-dessus de la tête, vous n'êtes pas pénalisé puisque ça vous demande juste d'utiliser ce que vous savez déjà. Voilà. Ok. Sauf que moi, mon intérêt, c'est quand même de vous montrer il y a un truc qui va plus vite, un truc qui est entre guillemets supérieur. Vous souffrirez moins en utilisant le truc supérieur. Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce que tout le monde est OK? Du coup, vous parlez pour le TP de déployer du coup sur une machine distante, ou du moins se connecter avec une machine distante. Vous parlez en machine distante, vous parlez par exemple de notre VM qu'on a installé en local? Non, c'est moi qui vous fournira une adresse IP. D'accord. C'est pour ça que j'ai besoin de vos clés SSH. Et si on détruit la machine, vous pouvez la remplacer rapidement? Oui, parce qu'elle est gérée par NixOS. Ah bah voilà, magnifique. Mais si on doit déployer sur une machine distante, donc plus besoin de machine cible, non? C'est ça? Bah, plus sur votre PC à vous, mais vous avez besoin d'une machine haute qui déploie. Enfin, vous pouvez pas déployer sans PC, quoi. Et vous avez besoin de vos outils à vous sur votre PC haute. Après, vous pouvez faire du déploiement par-dessus soi-même, quoi. C'est du déploiement... on s'auto-déploie, mais c'est chaud, quoi. Vaut mieux pas. Et en termes de rendu, on doit vous rendre... c'est juste le déploiement qui doit être effectif ou on vous rend aussi nos scripts, Le déploiement effectif. Python et tout? Juste le déploiement, vous touchez plus à rien après. Et la réponse à vos questions théoriques. Donc ça, c'est... Alors je laisserai les délégués, si c'est possible, de faire un ramassage. Vous avez vu à quel point je me balise de toutes les contraintes de triche ou non triche. Franchement,
Après, les sujets, sachez qu'ils seront... Enfin, normalement, on va générer des sujets uniques à chaque étudiant. Ok. Mais comment on sait qu'on a bien déployé? Normalement, une petite log est générée, non? Par exemple, si je te dis déploie un Nginx et il faut que il y a bonjour dans la page d'accueil, donc c'est juste un petit index.html, hein, je demande pas un super site, hein. Juste je peux mettre un texte pour que je sache que ça a été déployé. Bah moi je vais juste faire un curl pour voir est-ce que je vois une réponse sur le port 80 ou port 80. C'est vous qui voyez. Nous on peut pas. Ah bah moi j'ai vos adresses IP, je sais ce qui se passe quand même. Je sais à quel VM vous êtes attribué, donc tout ce que vous faites, je sais à quoi m'attendre quoi. On pourra vous demander en live si ça se passe. Ouais, vous pourrez demander à la fin, aucun souci. De toute façon, Nous-mêmes, on pourra vérifier si le serveur il est on ou pas, de toute façon. Non ça c'est vrai, exactement. Voilà. Et Après, comment on fait pour... excusez-moi, pour... parce que là, vous vous connectez sans password, ou peut-être vous tapez un password manuellement, mais si on doit passer une clé ou autre, vous pouvez nous montrer vite fait, histoire qu'on ne perde pas de temps à chercher quand ce sera l'examen. Sur le script Python, pas pour générer, hein, ça pour générer, je pense que les gens ils pourront le faire chacun de leur côté, mais pour... Mais alors, tu utilises une clé SSH, Fabric utilise tout seul la clé SSH. Ah, il la cherche direct sur le... Ouais, sur l'autre. il utilise SSH en interne. Ah ouais, ok. Et quand on est sur Windows, ça va être un peu embêtant. Ça va être un peu folklorique, mais Ouais. du coup, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai demandé à chacun que vous ayez une VM avec Ok. un accès Internet. Ouais, bah au pire, prendre un Docker ou un truc... Ouais, vous prenez un Docker, vous prenez un truc. Ok. Sinon, je réfléchis. C'est pas improbable que. Enfin, moi, vraiment, ouais, aussi le seul prérequis que j'ai, c'est quand même une clé SSH. J'aurais pu vous dire, je vous donne un mot de passe, mais je suis tellement peu restreignant que si je vous impose pas la clé SSH, c'est pas bien. Ok. Donc, Vous dites, concrètement, monsieur, que genre pour générer la clé SSH, si on est sur Windows, c'est plus galère? Bah, Non, en fait, pour la faire pointer surtout. pour que genre Fabric la découvre tout seul. D'accord, ok. Il n'y a pas le SSH agent ou je sais pas quoi. Même sans SSH, ouais, déjà, ça existe, il y a Putty qui donne un SSH agent, mais le risque, c'est comme vous n'êtes pas dans un environnement Unix, il ne va pas chercher dans home.ssh vos clés. Du coup, il va pas les trouver. Et du coup, vous allez être emmerdé. Donc, du coup, alors voilà, si la question c'est comment on passe une clé SSH précisément, SSH-I, moi c'est ce que je fais à chaque fois. SSH-I. ouais, mais ça c'est sans Fabric. Ça c'est sur le client normal. Oui, ça client, ouais. Mais du coup, avec Fabric, tu es obligé de faire autre chose, quoi. Donc, à mon avis, hein, avec le nez, hein, Ouais, il doit y avoir une option, non? Ou un truc. c'est là, hein, c'est écrit. Ah, voilà. Specific option shows us specifying the private keys and passphrase are on the directed parameter should be specified via le keyword argument connect. Okay. Donc je vais vous mettre un exemple. Je vous mettrai un exemple dans la vidéo ou je vous mettrai un exemple même je vous enverrai par texte comment on fait. Il y a l'air d'avoir aussi un fichier genre de conffabric.json, fabric.yaml. Bon, je pense Voilà, que ça se complexifie là. non mais genre vous pouvez mettre dans ce truc là, vous pouvez mettre voilà où pointe la clé SSH, voilà où pointe le truc etc. Dans ce truc. Maintenant voilà. Enfin, ne faites pas compliqué, utilisez une VM Linux ou un truc avec SSH classique, ça se passera bien. Du coup, pour les uns, nous on est besoin d'un client SSH qui fonctionne. Un client SSH pour être dans un environnement Unix préférablement. Ouais. J'accepte les BSD aussi. Et on vous envoie une clé publique Par mail. par mail, d'accord. Par mail, alors je vous donne le mail maintenant. Voilà le mail. tp-clé-ssh@lafa.fr. D'accord. Voilà. Comme ça, même si vous mettez n'importe quoi dans le sujet, je sais d'où ça vient. Ok. Voilà. Est-ce que ça répond à la plupart de vos craintes? Juste, moi j'ai une petite question sur la machine virtuelle NixOS du coup. Ouais. Elle intervient à quel moment? Parce que je comprends pas trop, on va C'est une qu'est-ce qu'on a à faire C'est une illustration de cours. Ah oui, ok, d'accord. Mais dans le TP, elle va pas intervenir. Dans le TP, elle n'intervient pas, mais tu peux l'utiliser dans le TP si ça te chante. Oui, admettons, je suis sur Windows, je sais que c'est chiant pour le SSH, je fais passer sur mon NixOS. Exactement. Voilà. Ok.
peux faire ça. Attends, vous pouvez répéter là parce que moi je suis complètement largué et La VM NixOS n'est pas utilisée pour le TP, donc ne sert à rien en pratique, sauf si vous n'avez pas d'environnement Linux ou Unix qui soit voilà, c'est ça. fonctionnel. Dans ce cas-là, utilisez la VM NixOS pour ça. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je peux le faire sur ma VM NixOS. Exactement. D'accord, ok, c'est ça que je veux Mais savoir. tu n'es pas obligé. C'est-à-dire que vous Après, avez... sinon j'ai pas le choix avec ça. Donc, bon. Voilà, et je sais que dans ton cas, Marc, tu n'as que ça dessus. C'est compliqué. Voilà, mais au moins c'est bien, tout le monde a au moins théoriquement un environnement Linux. Je n'attends personne au TP me dire « Ouais mais attendez, mon Linux est cassé ». Comme j'en ai eu pas mal à d'autres cours. Voilà. Ok, est-ce que ça répond à vos craintes dans l'ensemble? Plus ou moins. Oui, Oui. Ok. Vous vous sentez un petit peu plus confiant pour l'examen? Un petit peu, ouais. Vous avez eu vraiment peur d'avoir des sales notes, c'est ça? C'est pas moi personnellement c'est pas la note, c'est plus genre enfin bon la note c'est important que ça pour le master patati patata, mais c'est juste c'est balèze, je me répète mais c'est balèze. Ouais, tu sais Marc, dans ton cas que c'est Parce que je suis vraiment en fait en gros j'ai tellement été saoulé par l'installation d'XOS parce que je suis resté là-dessus et de suivre ce qu'il y avait après, j'étais vraiment j'avais 40 3 trains de retard. Dans le sens où, au-delà de la note, je pense que ce qui faisait peur, c'est qu'on a galéré un peu jusque-là. On a peur de être capable de rien faire au final pendant le TP, quoi. Ouais, ça c'est bon, disons que c'est un peu la politique. Je préfère que vous ayez des cours qui soient ou qui ont l'air d'être un petit peu difficiles, qui vous mettent toujours un petit peu au-dessus de votre niveau. Mais du coup vous galérez. Mais l'examen il est pas méchant, il est pas difficile, c'est un parcours de santé. Comme ça, vous apprenez des trucs, vous n'êtes pas pénalisé sur les notes. Et à la fin de l'ESG, vous ne direz pas « Oh putain, c'était vraiment que de la merde de A à Z ». Ouais, non, mais c'est clair. On en est pas là. Merci beaucoup de votre... Pas de temps. Non, mais je suis conscient, hein, enfin, ne vous inquiétez pas. Genre,